Bonjour à tous, bonjour Paola. Soyez les bienvenus dans cette webconférence d'écho, qui est la première d'une nouvelle série dans laquelle Paola et moi, nous allons vous parler de l'avenir de l'Europe. Plusieurs fois cette année, nous allons vous proposer des rendez-vous pour développer une problématique en lien avec l'économie, les institutions et les enjeux bancaires européens. Et nous allons commencer aujourd'hui avec un sujet d'actualité, puisque Paola va nous parler du plan de relance européen Next Generation EU. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ECHO vous parle de ce plan de relance, puisque vous l'avez peut-être déjà vu, mes collègues macroéconomistes ont élaboré une série de podcasts qui sont disponibles sur les sites intra et internet des études économiques. Cette série vous explique le cadre et les enjeux non seulement du plan de relance européen, mais aussi de ses déclinaisons et ses prolongements au niveau national pour la France, pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Alors, pour donner un peu de contexte, ce plan de relance a été proposé par la Commission européenne au printemps 2020, approuvé par les chefs d'État et de gouvernement à l'été dernier, et finalement ratifié par les derniers États membres qui devaient le faire il y a un mois. Paola va nous expliquer aujourd'hui ce qu'est ce plan de relance, comment il va être financé, quel type de dépenses il couvre et les conséquences qu'il peut avoir sur les économies européennes. Alors, avant de laisser la parole à Paola, je dois juste vous préciser une chose. Vos micros seront coupés pendant la durée de l'événement, mais je vous invite, si vous le voulez, à poser vos questions en me les adressant personnellement dans l'interface de chat. On consacrera quelques minutes à la fin de l'événement à répondre à ces questions. Donc, sans plus tarder, Paola, c'est quoi Next Generation EU? La Commission européenne a déjà non seulement validé la plupart des déclinaisons nationales de ce plan européen, mais aussi a commencé déjà à émettre sur les marchés avec un grand succès. Et donc, si on se réfère au tout début, et ce qui avait été relayé par la presse au printemps dernier, en 2020, entre les bras de fer entre différents pays, finalement, on est arrivé assez rapidement à un consensus et avec une temporalité qui est un peu exceptionnelle par rapport à celle à laquelle nous ont habitués les institutions européennes. Donc, on est arrivé assez vite à trouver un consensus sur la nature du choc et sur la narration autour de ces chocs, qui était très différente par rapport à ce que les institutions européennes nous avaient habitués au cours de la dernière décennie, et notamment dans la gestion de la crise, la grande crise financière de 2008-2009, où on avait un choc qui avait une origine interne, endogène, dû à l'accumulation de déséquilibres, et un choc qui était asymétrique dans le sens qu'il avait frappé principalement les pays les plus endettés et avec des secteurs bancaires plus fragiles. Alors qu'ici, on a bien compris qu'il s'agit d'un choc exogène qui vient d'ailleurs, qui a une origine commune, mais par contre avec un risque de produire des résultats différents entre pays du fait de l'impact différencié de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique et aussi de l'impact différent sur les finances publiques des pays. Donc, l'idée de solidarité a pris le pas, disons, sur l'idée de responsabilité qui caractérisait l'action précédente, où auparavant on visait à réduire les risques avant de les partager. Et là, c'est plutôt une réponse commune qui s'est avérée nécessaire, et toutes les considérations d'aléa moral n'étaient pas intéressante dans ce contexte, puisque aucun des pays n'était véritablement fautif pour ce choc. Et du coup, on est passé d'un policy mix qui auparavant se reposait principalement sur la politique monétaire avec peu d'actions budgétaires, sûrement peu d'actions budgétaires communes, mais aussi peu d'actions budgétaires nationales parce que contraintes par les règles, et beaucoup de réformes structurelles, mais imposées notamment sur les pays qui avaient reçu une assistance financière. À quelque chose de plus équilibré, où on a effectivement une présence
importante de la BCE, mais on a aussi une fonction importante de stabilisation macroéconomique par les budgets nationaux et par ce nouveau fonds européen avec une logique à la fois de stabilisation mais aussi d'investissement dans l'avenir. Et donc une coordination qui se fait dans le cadre plutôt des règles du contexte budgétaire du budget de l'Union avec un rôle très important plutôt pour la Commission que pour le Conseil européen et les grands États créanciers, disons. Du coup, on ne parle pas dans ce contexte de véritable conditionnalité comme elle pouvait être imposée par la Troïka et par les marchés financiers dans la crise précédente, mais plutôt d'appropriation nationale des réformes à mettre en place et des choix des dépenses et avec un cadre, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus communautaire et géré par la Commission. On est on a parlé d'un fonds et d'une intervention assez importante. Si on la regarde dans son ensemble, à l'horizon 2027, on a un montant assez important de 1800 milliards qui comprend à la fois les dépenses habituelles du budget de l'Union européenne, et ce nouveau plan de relance et de résilience qui, lui, compte pour 750 milliards. Et qui s'étale jusqu'en 2026. Alors, une partie de ce plan va couvrir, disons, à 10% des dépenses, à hauteur de 10% des dépenses, des domaines de dépenses qui sont ceux du budget de l'UE classique. Par exemple, toutes les dépenses de cohésion et les fonds régionaux. C'est ce que vous voyez en vert finalement dans les deux camemberts. Hein. C'est lui, le cercle à l'intérieur, c'est la décomposition des dépenses du Next Generation EU. Et alors qu'à l'extérieur, vous avez les domaines de dépenses du budget de l'UE. Le budget de l'UE, qui, vous voyez, est largement caractérisé donc par ces dépenses pour les cohésions et les territoires et par la PAC, la politique agricole commune, ce qu'on appelle le développement rural aujourd'hui. Tandis que le nouveau fonds investit un tout petit peu dans ces domaines, mais surtout laisse un montant beaucoup plus important dans ce qu'on appelle le fonds de reprise et de résilience et la facilité pour la reprise et la résilience qui concentre 672 milliards sur les 750 milliards et qui vont être destinés à trois domaines de dépenses nouveaux. 37% doit être alloué à la transition énergétique, 20% à la transformation numérique et un peu moins de la moitié à toute une série de dépenses de productivité, de compétitivité, d'amélioration de l'employabilité et de création d'emplois, dans la sécurisation des filières stratégiques de l'Union européenne et aussi dans des projets pan-européens. Cette facilité pour la reprise et la résilience vise finalement 7 projets phares qui sont les nouveaux domaines d'intervention de l'Union européenne, qui sont finalement les domaines qui avaient été identifiés comme prioritaires pour l'action de la nouvelle Commission européenne lorsqu'elle s'est installée l'année dernière. Et donc, il s'agit de la montée en puissance, notamment des technologies propres, de la rénovation de l'efficacité énergétique des bâtiments publics et privés, mais aussi recharger et ravitailler, c'est-à-dire développer toutes les stations de recharge et ravitaillement pour les stations de la mobilité électrique, la connexion en améliorant la diffusion du haut débit via la fibre et les réseaux 5G, la modernisation avec la numérisation surtout de l'administration publique et la fourniture de services publics et de services de santé numérique,
Et le développement de capacités industrielles européennes, notamment dans le cloud et dans les grands processeurs plus performants et plus puissants, ainsi que dans la promotion des nouvelles compétences, notamment numériques, à la fois pour les jeunes, mais aussi tout le long de la vie professionnelle des citoyens de l'Union. De ces 750 milliards, plus que la moitié, c'est-à-dire 390, sont des subventions ou des garanties, c'est-à-dire des fonds qui ne seront pas remboursables par les pays. Tandis que 360% seront des prêts et donc remboursables à l'échéance par les pays. En ce qui concerne la partie non remboursable, les montants destinés aux pays sont en fonction de la taille de leur population, et donc vont aux pays les plus grands, mais aussi de l'inverse du PIB par habitant, donc vont aussi aux pays les plus pauvres, du niveau du taux de chômage et donc des pays qui ont connu un taux de chômage plus élevé et mais surtout de la chute du PIB en 2020 et en 2021 pour prendre aussi en compte l'impact de la crise de la Covid. Donc, ce sont les pays les plus grands, les plus pauvres et les plus impactés qui vont recevoir le plus de fonds non remboursables. Pour le montant des prêts, c'est 6,8 du revenu national brut, donc c'est en fonction de la richesse du pays, le montant maximal. Et c'est ce que vous voyez justement dans le graphique de gauche, où vous voyez 1 milliard. Naturellement, ce sont les pays les plus grands qui reçoivent le plus de prêts, mais quand on regarde bien la partie de subventions, c'est surtout l'Italie et l'Espagne, mais aussi la Pologne qui reçoivent les montants les plus importants. Par contre, en pourcentage du PIB, on voit bien que sont plutôt les pays de l'Est qui sont bénéficiaires avec la Grèce et seulement après l'Italie et l'Espagne. On a dit qu'il y a 360 milliards de prêts qui peuvent être demandés par les États, mais on sait déjà qu'ils ne seront pas tous utilisés. Puisque qui aura intérêt finalement à demander ces prêts? Ce sont les pays qui se financent sur les marchés à un taux plus élevé que celui auquel se finance la Commission européenne. L'idée est que la Commission européenne va donc émettre des obligations sur les marchés et reverser le taux qu'elle a payé aux pays membres. Sachant que la Commission européenne bénéficie d'une notation AAA, donc va avoir un taux très avantageux, et on a des pays qui ont des notations inférieures et qui donc payent une prime de risque par rapport à ce taux sans risque de la Commission. Et donc, ce sera surtout ces pays qui ont un écart plus important qui auront un intérêt à bénéficier de ce taux concessionnel finalement et plus avantageux que la Commission peut leur fournir. Et on voit bien finalement dans le graphique de droite que pour l'instant, si tous les pays ont demandé la totalité des montants disponibles en termes de subventions, parmi ceux qui ont présenté les plans de relance, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore présenté, eh bien, il y en a seulement 7 qui ont demandé des prêts et seulement 3 qui ont demandé la totalité des prêts éligibles. Ces fonds seront versés progressivement, hein, un tout petit peu à partir de 2021, mais le gros de versement sera fait, disons, à l'horizon 2024.
Donc, on pourrait se dire que finalement, c'est pas un véritable plan de relance puisque il est très étalé, éloigné finalement par rapport à la date de véritable sortie de crise qui va se faire maintenant. Mais en effet, on sait aussi que la monnaie est fongible et que du coup, les États, du moment où ils connaissent et ils ont la certitude que ce montant leur seront disponibles, ont pu déjà anticiper les dépenses sur leurs budgets nationaux, d'autant plus qu'ils ont bénéficié de conditions de financement très favorables grâce à l'action de la BCE, mais aussi à la présence de ce fonds de relance qui a rassuré finalement les investisseurs sur une présence commune, une solidarité commune dans l'action contre cette crise. Alors, 750 milliards d'euros, c'est 40% du budget européen total à l'horizon 2027. On le sait, le budget européen classique, si j'ose dire, est financé par des contributions directes des États, un morceau de la TVA qu'ils perçoivent, des droits de douane aux frontières de l'Union. Mais comment ça va se passer pour le plan de relance Next Generation et quelles sont les grandes innovations prévues par l'accord en termes de financement du plan de relance? Oui, tu l'as dit, des innovations puisque ce plan va emprunter sur les marchés pour financer la dépense, ce qui est une véritable révolution. En effet, l'emprunt pour financer des subventions, donc des fonds non remboursables, est interdit puisque les traités européens requièrent l'équilibre budgétaire. L'emprunt est possible pour effectuer des prêts. Ça a été possible notamment pour l'assistance financière aux pays en crise dans le passé, mais pas pour financer les subventions, sauf on peut déroger à ces règles en cas de situation exceptionnelle de crise. Et dans ce cas, les fonds qui sont levés sur les marchés vont être qualifiés de recettes affectées externes qui vont s'ajouter au budget annuel de l'Union européenne. Et donc, on va relever aussi temporairement jusqu'en 2058, qui est la date à laquelle la totalité des fonds devront être repayés. On va relever le plafond des ressources propres de l'Union pour couvrir les engagements qui vont résulter de cet emprunt exceptionnel. Donc, ce relèvement va nécessiter quoi? L'unanimité et la ratification de tous les États qui vont, avec ce plafond supplémentaire des ressources propres, s'engager à fournir les ressources nécessaires pour rembourser la dette. Alors, c'est quoi en fait ce plafond de ressources propres? L'idée est d'utiliser finalement le budget de l'Union comme une garantie déjà pour les créanciers privés, hein, pour les émissions. Mais en plus de ça, on va lui donner une marge budgétaire supplémentaire. On a généralement le budget de l'Union qui va financer tous les programmes de l'Union à un horizon de 7 ans. Hein. Et on a une marge budgétaire permanente pour couvrir des évolutions adverses ou pour l'assistance financière. Cette fois-ci, on va rajouter une marge budgétaire exceptionnelle et temporaire pour couvrir les engagements de ce fonds NGEU à hauteur de 0,6% du revenu national brut de l'Union. Et grâce à cette garantie, finalement, la Commission européenne va pouvoir emprunter sur les marchés et distribuer les fonds aux pays dans le cadre du Next Generation EU. Donc, cet financement par l'endettement de marché a déjà commencé, la Commission a émis encore cette semaine des nouvelles tranches. Elle a émis jusqu'ici à 10 ans, à 5 ans et à 30 ans, avec un excellent succès, hein, beaucoup de demandes par rapport à l'offre. Elle devient ainsi le premier émetteur supranational européen, bien devant la Banque européenne d'investissement. Elle va permettre de porter la part des émissions notées
triple A, donc de très haute qualité, sur la totalité de la dette souveraine et supranationale européenne de 29 à 35%. Donc, ça va créer finalement un actif européen plus important, sans risque, beaucoup plus important. Elle va étaler ses émissions sur 6 ans, même si elle va les anticiper surtout sur la période 2021-2023, et donc des flux en moyenne de 150 milliards par an. Donc, elle va devenir assez présente sur les marchés. Et elle va être présente sur toutes les maturités de 3 à 30 ans, mais aussi sur des maturités courtes avec des EU bills de maturité inférieure à 1 an. Donc, elle va être sur la totalité de la courbe et avoir une présence sur la totalité de la courbe avec une présence si importante en termes d'émissions va permettre d'augmenter la profondeur et la liquidité du marché européen en créant une courbe de référence sans risque qui va être un atout pour les investisseurs qui veulent élargir leur portefeuille européen et qui va permettre finalement d'avoir un effet d'inclusion sur les souverains européens, puisque à partir d'une courbe de référence sans risque et beaucoup plus importante, on va construire sur cette courbe du risque en achetant davantage de souverains européens plus risqués. Et donc, tout cela, effectivement, est assez positif. Et c'est clair que ce fonds il est temporaire, mais il est quand même là sur une durée suffisamment longue, 2058, pour permettre aux investisseurs d'avoir une visibilité assez longue pour leur investissement. Alors, 750 milliards d'euros financés par une dette européenne, c'est plus de 5 points du PIB de l'Union. Alors, ça va servir à quoi? Tu as déjà effleuré le sujet. Il s'agit d'améliorer des infrastructures, de moderniser les structures économiques, d'augmenter la productivité des économies européennes. Mais plus précisément, quelle est la stratégie qui sous-tend le plan de dépenses et quels en seront les principaux secteurs bénéficiaires? Oui, donc on a essayé de regarder comment, on a vu que la Commission européenne a donné quand même des lignes guides. Elle a identifié 6 grands piliers de dépenses. On a dit la transition énergétique qui doit collecter au moins 37% de la dépense, la transformation numérique 20%, et après un peu moins de 50% qui doit être investi en croissance inclusive et soutenable, productivité, compétitivité, résilience institutionnelle, économique et des systèmes de santé, cohésion sociale et territoriale, et aussi investir dans les générations futures et notamment dans l'amélioration des compétences, notamment numériques. Et donc, on voit bien que les pays ont répondu présent assez bien. Si on regarde, par exemple, les 4 grandes économies européennes, on voit bien que tout le monde a majoritairement investi, Allemagne, France, Italie, Espagne, dans le secteur, dans l'énergie, dans la transition énergétique, mais aussi dans tout ce qui est croissance inclusive et soutenable, avec l'Allemagne ayant investit un peu plus dans tout ce qui est numérique et résilience. Mais globalement, tous les pays ont dépassé finalement les seuils définis par l'Union dans ces domaines. Donc, ils ont tous été plutôt des très bons élèves. On a parlé aussi de 7 projets phares de l'Union, vous vous souvenez, recharger, rénover, etc. Et là, on voit qu'il y a des préférences nationales qui se dessinent, mais qui globalement, tous ces projets phares ont été globalement investis par tous les pays. Si on prend à nouveau les 4 grandes économies européennes, on voit que Allemagne, Italie et Espagne ont largement investi dans tout ce qui est rechargé, c'est-à-dire toutes les stations et le ravitaillement notamment de l'électrique, pour la mobilité électrique, que la France a majoritairement investi dans le projet Rénové pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
Et que globalement, France et Italie ont aussi beaucoup investi dans les compétences, l'amélioration des compétences numériques, l'Allemagne dans la modernisation des administrations publiques, l'Espagne davantage dans la connexion du haut débit, en fait. Donc, on peut voir à la fois justement un respect des projets, mais avec des préférences nationales qui se dessinent aussi dans l'allocation par secteur, où globalement on voit que le secteur des services a été majoritairement investi par tous les pays, que le secteur de l'électricité, distribution d'électricité est particulièrement investi par l'Allemagne qui avait déjà une grosse avance dans les renouvelables, mais aussi par l'Espagne. Pour la France, l'investissement dans le secteur de la construction est très important et que parmi les services, on voit bien que tout le monde a énormément investi dans les services de transport, que Allemagne et Italie ont investi beaucoup aussi dans la santé et l'Italie dans les administrations publiques et que France et Espagne beaucoup dans l'éducation, dans les services d'éducation aussi. On voit aussi qu'il y a d'importants projets d'intérêt commun européen qui sont des projets transfrontaliers où il y a un financement important du secteur privé qui se sont mis en place, notamment entre Allemagne et France, l'hydrogène et les batteries électriques. Entre Allemagne, France et Espagne, tout ce qui est microélectronique et 5G. Entre France et Espagne, des collaborations dans la santé, dans les ingrédients pharmaceutiques, et l'Italie qui rejoint les trois pays dans le cloud et dans la stratégie de big data européenne. Donc rénovation énergétique, santé, infrastructure numérique, énergie propre. Au-delà des secteurs, comment et par qui les projets bénéficiaires du plan de relance vont-ils être sélectionnés? Quelle est la gouvernance qui est mise en place pour s'assurer que ces ressources nouvelles sont dépensées de manière opportune et efficace? Alors, bien le dépenser est vraiment le point très important parce qu'on a fait un effort assez important de solidarité et donc il faut véritablement que ce premier grand exemple de solidarité se traduise dans une utilisation efficace aussi parce qu'elle doit créer la croissance qui sera nécessaire aussi à repayer finalement ces fonds. Donc, une optique un peu différente en termes de gouvernance de celle qui était auparavant déployée par l'Union. Je vous l'ai déjà dit dans nos premiers slides, avec un couple investissement-réforme qui est en place. C'est-à-dire, on donne les moyens, mais on donne aussi les incitations pour créer l'environnement favorable. Donc, on n'est pas dans la logique du bâton où la réforme doit être mise en œuvre selon un diktat du haut. Non, on fournit des fonds aux États qui doivent les dépenser selon leurs priorités nationales encadrées par des priorités européennes. On les associe à justement une stratégie commune et on les accompagne dans la transformation de leur économie et de l'économie européenne par le Conseil de la Commission, en les aidant à identifier les meilleures pratiques que les pays peuvent aussi s'échanger en transitant par la Commission européenne, en favorisant finalement quoi? L'appropriation nationale des réformes qui ne seront pas senties comme une contrainte, mais qui seront un véritable choix du pays, qui doit être celui de combiner effectivement l'efficacité économique, mais aussi la justice et la cohésion sociale. Donc, on va donner de l'argent pour l'investissement, mais mettre en place des réformes qui vont servir à créer le meilleur investissement pour embarquer le secteur privé, pour améliorer les incitations et réduire les barrières aussi à l'investissement. Donc, c'est ça, en fait, cette nouvelle philosophie qui voit finalement la Commission et les États comme acteurs
acteurs centraux où les États s'engagent avec un plan national de relance et de résilience à des objectifs et des étapes, des objectifs qui sont des objectifs qualitatifs en termes de résultats de projet, des étapes qui sont plus qualitatives, ce sont des étapes en termes de mise en œuvre des investissements et des réformes. Et tout cela a été fait pour la plupart des pays avec la présentation de leurs plans nationaux en avril 2021. La Commission a eu 2 mois pour fournir son évaluation, ce qui a été déjà fait pour la plupart des pays. Et ensuite, il y a l'approbation du Conseil européen au cours d'un mois. Il faut dire que le Conseil est bien sûr un organe politique législatif avec le Parlement européen, mais c'est la Commission qui a la véritable connaissance et en tant qu'organe exécutif, la capacité finalement administrative de mener cette évaluation. Et donc, c'est véritablement plus un dialogue entre la Commission et les États. Et suite à l'approbation du Conseil, finalement, les pays peuvent demander un versement anticipé de 13% des fonds dès cette année qui doit être fait dans les 2 mois. Ensuite, le processus s'étale jusqu'à l'horizon 2026. 2 fois par an, les pays vont faire une demande de versement d'une tranche des fonds après avoir notifié qu'ils ont atteint les objectifs et les étapes. La Commission va fournir une évaluation au bout de 2 mois et ensuite le pays va recevoir le paiement si l'évaluation a été positive. Donc, on voit bien qu'on est plutôt que dans une conditionnalité stricte, dans l'idée de respect d'engagements qui ont été fixés par les pays eux-mêmes. Donc, ces projets bénéficiaires sont donc sélectionnés et validés conjointement par les États membres et la Commission, à la fois pour être en cohérence avec les objectifs stratégiques de l'Union, mais aussi sur des critères d'efficacité économique. Donc, ces critères d'efficacité qui nous amènent peut-être à une dernière question. Quel est le bénéfice attendu de ce plan de relance pour les économies européennes? Oui, déjà, un bénéfice qui me relie un peu au slide précédent sur la gouvernance, c'est que pour la première fois, on a une véritable coordination budgétaire européenne. Parce qu'en donnant un cadre dans lequel cet investissement et ces choix nationaux doivent se faire, c'est la première fois où véritablement on incite les pays à dépenser ensemble sur des grandes lignes communes. Et cela sera aussi ne sera pas sans conséquence sur le prochain sur la prochain cadre de gouvernance budgétaire européenne, dans le sens qu'on sait que les règles du pacte de stabilité et de croissance, les fameuses règles budgétaires ont été suspendues, elles sont suspendues jusqu'en 2023 à cause de la crise, mais on comprend aussi que ce sera difficile de les réappliquer de la même façon qu'avant, puisque elles seront nécessairement appliquées avec beaucoup plus de flexibilité parce qu'on a atteint des niveaux d'endettement beaucoup plus élevés, mais aussi parce qu'il faudra finalement sanctuariser cet investissement et donc le traitement de l'investissement devra être, de l'investissement public devra être différent pour permettre la continuation de ces grands projets d'investissement public européen. Après, effectivement, il faudra dépenser pour une croissance soutenable naturellement du point de vue climatique, mais aussi du point de vue financier. Et donc, il faut qu'il y ait un impact important en termes d'augmentation de la croissance et notamment de la croissance potentielle. Aujourd'hui, les pays ont fourni l'estimation de l'impact sur leur croissance de ces plans de relance et ils sont importants. Donc, pour les plans Allemagne et France, on a pris uniquement la composante européenne qui est due au Fonds européen et on voit que c'est important, mais c'est moins important que pour notamment l'Italie et l'Espagne, parce que Allemagne et France ont naturellement fait des plans de relance avec beaucoup de ressources nationales aussi. Tandis que pour l'Italie et l'Espagne, c'est véritablement la grosse composante, ce sont les fonds européens. Et sur ces fonds européens, on a effectivement des multiplicateurs
budgétaire assez important qui amène à un relèvement finalement du PIB à l'horizon 2026 pour l'Italie de 3,5 points et pour l'Espagne de 2 points avec pour l'Espagne une croissance qui est plus anticipée que pour l'Italie parce que les dépenses du plan sont plus avancées. En termes d'impact sur l'emploi, ils sont aussi importants. Hein. L'Espagne attend 800 000 emplois créés, l'Italie 712 000, la France 500 000 avec la totalité du plan des fonds européens et nationaux, l'Allemagne 222 000, la Grèce 180 000. Donc, c'est assez important. On voit que dans le plan espagnol, par contre, la création d'emplois par million d'euros dépensés est plus importante qu'ailleurs. Avec un plan qui est très axé sur aussi les réformes du marché du travail qui doivent augmenter finalement et stimuler ces créations d'emplois. Mais du coup, finalement, des impacts économiques assez importants. Et donc, et après, pour répondre à la question après, on voit que ce plan arrive jusqu'à 2026, mais qu'est-ce qui se passera après? Un des points importants pour éventuellement penser à une pérennisation, c'est naturellement sa réussite en termes de croissance économique, mais c'est aussi trouver des ressources pour le financer. À ce jour, le plan doit être repayé par les pays. À partir de 2028 et jusqu'en 2058, les pays devront repayer ce fonds. Mais le Parlement européen a aussi demandé à la Commission européenne de dessiner une feuille de route avec un calendrier assez précis pour trouver des ressources exceptionnelles, nouvelles pour le budget de l'Union. Et donc, à terme, créer de nouvelles recettes, de nouvelles taxes qui pourraient éviter finalement de rembourser cette dette et en créant des recettes permanentes aussi, pourquoi pas transformer ces dépenses du fonds NGEU en dépenses permanentes. Et donc, on a d'ici la fin de juin 2021 et on a vu qu'on a eu des fuites dans la presse qu'il y a des premières propositions qui ont été faites hier par la Commission européenne, 3 propositions de nouvelles ressources à introduire à l'horizon 2023, la taxe carbone aux frontières, les sanctions du système d'échange des OTS, d'échange des droits carbone en fait, hein, et la taxe numérique. Et à partir de juin 2024, une taxe sur les transactions financières, une contribution financière liée au secteur des entreprises et ou la nouvelle assiette commune d'impôt sur les sociétés qui vient d'ailleurs de prendre un peu plus, d'augmenter en probabilité après l'accord qui a été trouvé hier au sein de l'OCDE. Voilà pour cette présentation. Peut-être Ah oui, merci Paola. Il passer est en temps de question. sélectionner quelques questions de l'audience et n'hésitez pas à en poser davantage dans le module de chat. Alors on a reçu une question en amont qui s'est posée 2 fois sur le plan de relance américain et comment il se compare avec Next Generation EU. Alors peut-être qu'il faut d'ailleurs parler des plans de relance américains et distinguer le plan de relance de court terme qui vise à aider les entreprises et distribuer des chèques aux ménages et le plan de relance de plus long terme qui concerne les infrastructures. Paola, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Oui, effectivement. Alors, c'est un peu difficile de comparer le cas États-Unis avec le cas européen, puisque nos systèmes européens sont fondés sur des systèmes de protection sociale beaucoup plus étendus et qui automatiquement, en fait, fournissent une protection en cas de crise. Et on l'a vu à quel point, finalement, le taux de chômage en Europe est resté pratiquement inerte, alors qu'aux États-Unis, il a fortement augmenté au pic de la crise. Donc, effectivement, quand on regarde le plan US, en termes de chiffrage, ça paraît énorme. Hein. Depuis mars 2020, on a environ 5 000 milliards, donc 23% du PIB, dont au moins 1 800 ont été versés aux ménages sous forme par ailleurs presque de chèques et de moyens de consommation immédiats. Et
Et donc, si on compare ça avec les 750 milliards de notre plan européen, on fait un peu pâle figure, mais c'est pas ça qu'il faut comparer, puisque finalement, en zone euro, on a eu une mobilisation des budgets nationaux qui a été extrêmement importante. Sur 2020 et 2021, elle se compte à presque 6,5 points de PIB. Et si on rajoute en plus de ça tout ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire le déficit qui se crée automatiquement parce que les systèmes de protection sociale répondent avec de la dépense et parce que les recettes de l'État se compriment parce que notamment on a fait aussi des suspensions et des reports d'impôts et de cotisations, on arrive à quelque chose de l'ordre plutôt de 10,5% du PIB. Donc, c'est quelque chose d'assez important qui va se sommer à ces 750 milliards du plan européen, qui, eux, sont, comme on l'a vu, beaucoup plus étalés dans le temps et qui sont plutôt orientés à l'investissement et donc pas à une réponse immédiate à la crise, mais plutôt à une reconstruction des économies européennes. Et eux se comparent beaucoup plus au deuxième plan le plan Biden, qui a été proposé par l'administration Biden, mais qui n'a pas été encore voté et qui a été déjà, qui était parti sur un plan de 2300 milliards sur 8 ans, hein, donc là aussi très étalé dans le temps, et qui a été déjà assez redimensionné pour le rendre plus acceptable à un Sénat où la composante républicaine est beaucoup moins fan en fait de cette dépense. Donc voilà, effectivement, beaucoup de mobilisation côté États-Unis, mais aussi beaucoup de mobilisation côté européen avec des modalités très différentes. Merci. Alors, on m'a posé une deuxième question sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du plan de relance au regard des échéances électorales. Alors, c'est vrai qu'on a des élections présidentielles ou parlementaires dans pas mal de pays, en Allemagne cette année, en France, en Hongrie l'année prochaine, et je crois au plus tard en 2023 en Italie et en Espagne. Donc, est-ce que ce cycle électoral peut se traduire ici ou là par des difficultés dans la mise en œuvre du plan de relance? Alors effectivement, c'est un risque qui est évoqué. Et il faut comprendre que finalement, ce plan de relance est un contrat entre un État et les autres États. Et donc, ça engage véritablement l'État au-delà finalement du gouvernement en place. Alors, globalement, ces plans de relance ont été, dans la plupart des pays, construits sur la base d'un travail de consensus assez important qui a été fait en amont. Comme il s'agit de plans de transformation en profondeur de l'économie et les lignes guides de la Commission européenne ont été celles d'impliquer le plus possible tous les ayants droit, que ce soit les oppositions, mais aussi le secteur privé, les syndicats, enfin tous les partenaires sociaux. Il y a finalement des modalités de gouvernance assez intéressantes qui se sont mises en œuvre pour construire ce consensus. Elles sont un peu différentes entre pays, ça dépend des cultures différentes des pays. Ça dépend aussi de quelle part du plan de relance national est financé par les fonds européens. Naturellement, si on prend le cas français ou allemand, là où les plans de relance ont une composante de financement national extrêmement important, bah là, on est passé par un processus budgétaire classique. Et donc, disons que cette activité de sondage et de construction du consensus s'est fait un peu moins qu'ailleurs. Mais, par exemple, dans des pays qui sont gouvernés soit par des coalitions,
soit par des gouvernements un peu minoritaires. On a vu que l'implication des forces d'opposition et de toute force parlementaire était extrêmement importante. Je pense au cas portugais, je pense au cas espagnol où on a des élections par ailleurs à l'horizon 2023 et donc il fallait véritablement engager la totalité du Parlement jusqu'à l'horizon 2026 et aussi permettre le passage des réformes, passage parlementaire des réformes importantes qui sont liées à ce plan pour justement valider ces étapes 2 fois par an. Et donc, ça impliquait beaucoup plus de construction de consensus. Il y a le cas de l'Italie, par exemple, où c'est un nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir, une sorte de gouvernement technique qui a mis ensemble toutes les forces, presque la totalité des forces, y compris de l'opposition, pour piloter ensemble ce plan de relance. On a des cas dans des pays où la culture de la construction consensuelle et culture parlementaire est plus forte, comme la Finlande, où on a eu des auditions publiques, 2 passages parlementaires et du coup un plan d'ailleurs qui a pris beaucoup plus de retard et qui n'a pas toujours été totalement présenté. Et donc, je veux conclure tout simplement pour dire que finalement, le risque de mise en œuvre et de changement reste assez limité à cause de ce consensus-là. Et en tout cas, il est possible de changer les éléments du plan, mais cela doit être validé par le Conseil européen, c'est-à-dire par la majorité qualifiée de tous les autres États membres. Donc, ça reste quand même un processus un peu contraignant. Alors, oui, on a donc une dernière question qui nous vient du chat. Alors, la BCE va-t-elle souscrire à ces obligations émises par la Commission européenne? Et si oui, est-elle contrainte à une limite sur le total outstanding comme sur la dette des États européens? Alors, oui, la BCE va souscrire, elle a carrément dit, hein. Il faut savoir que dans son programme de quantitative easing, la Commission achète jusqu'à 20% de supranational. Donc, il y a largement la place pour acheter ces émissions de la Commission européenne. Elle est particulièrement intéressée aussi, je pense, par les émissions vertes qui vont être une partie très importante de ces émissions et qui vont d'ailleurs imposer l'Europe comme hub mondial des émissions vertes. Et je pense que dans son processus aussi de verdissement du bilan, qu'elle va peut-être nous annoncer plus clairement à la fin de la revue de sa stratégie, la Banque centrale européenne pourrait aussi acheter ce type d'obligations. Merci Paola. Alors, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est donc la fin de ce premier rendez-vous sur l'avenir de l'Europe. Vous trouverez donc bientôt les slides de la présentation et un replay de la webconférence sur nos sites. Mais d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel événement à la rentrée, le vendredi 10 septembre à 10 h. Et cette fois-ci, c'est moi qui travaillerai. Je vous parlerai de l'Union bancaire européenne et pourquoi sa finalisation semble particulièrement urgente dans le contexte, dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci Paola, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup.